Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Voilà. C'est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter mon invité. Il n'était pas prévu à la base dans mon planning cette année, mais en fait, les synchronicités ont fait que, comme je me déplace à Bruxelles bientôt, et que je me rappelle d'une interview qu'on avait faite avec lui il y a 8 ans maintenant, je me suis dit, ce serait intéressant de voir son cheminement, où est-ce qu'il en est. Donc déjà, avant d'aller plus loin, merci Thierry Janssen d'avoir accepté ma deuxième invitation. Bonjour Nathalie, je suis très content, mais je ne me rendais pas compte que ça faisait déjà 8 ans qu'on s'était rencontrés. Waouh! En présentiel à ce moment-là, hein, je me Oui, rappelle, c'était chez moi. Ouais. exact, avec le canapé rouge. Oui. Bah, je n'habite plus là, je n'ai plus le canapé rouge. Il s'est passé beaucoup de choses en 8 ans. Et justement, c'est pour ça que je trouvais intéressant peut-être de faire ce petit point 8 ans plus tard, de voir où est-ce que vous en êtes, comment vous avez cheminé, quelle est votre posture par rapport à la santé et à un mot que déjà, j'ai revu l'interview il n'y a pas longtemps, vous abordiez déjà la spiritualité comme mot qui a vraiment toute sa place dans les crises qu'on traverse aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi pour moi, ça fait vraiment sens de vous avoir ici dans mon podcast, parce que moi aussi, du coup, j'ai évolué depuis Mhm. 10 ans. Et là, j'ai vraiment à cœur, dans mes transmissions, de, de voir le chaos comme peut-être un cadeau, à la fois individuellement et collectivement. Mais avant d'en dire plus, ce que je propose à chaque fois à mes invités dans le podcast, c'est pour commencer, pour qu'on crée une bulle de connexion avec les auditeurs, les auditrices et les personnes qui regarderont aussi la vidéo, c'est est-ce que vous pourriez nous partager une petite pratique que vous utilisez justement pour retrouver votre alignement quand tout part dans tous les sens, quand le mental prend le dessus, est-ce que vous avez une pratique qui pourrait durer même pas une minute, que vous pourriez nous guider? Oui, bien sûr. Et c'est même devenu ma posture complète tout le temps. C'est même plus une pratique. Mais je peux concevoir que pour certains, ça doit passer par une pratique qui peut-être donnera envie de rester là tout le temps parce que je vois vraiment pas d'intérêt de quitter cet endroit-là. Mais donc, mais c'est très simple, hein. C'est, je me pose, je me dépose, je me repose. J'ouvre le cœur et j'écoute le silence à l'intérieur. Alors, ça va vite. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait ce chemin-là, ben déjà, c'est se poser, prendre un moment dans le temps, une pause, une posture dans l'espace, une posture d'ancrage où on est redressé, on est présent, vigilant, mais en même temps détendu. Et je fais la différence entre être détendu et relaxé. Parce que la relaxation nous conduit au sommeil, la détente nous conduit au repos.
Et du coup, voilà, je suis posé, déposé, reposé. Je porte l'attention sur ma respiration et je veille à expirer en laissant le souffle s'évacuer par ma bouche entr'ouverte, comme une vague viendrait mourir sur la plage en emportant toutes les tensions. Et puis, j'ouvre la poitrine physiquement, énergétiquement, je sens cette ouverture du cœur. Et le fait d'ouvrir la poitrine comme ça crée une détente très profonde, à la fois mentale et physique. Et alors, je porte l'attention sur ce qui est au-delà de l'activité ordinaire de mon mental qui est faite de sensations, d'émotions, de pensées. Et j'écoute simplement ce qui est tout au fond de moi, ce qui est tout au fond de chaque être, ce qui est tout au fond de tout, c'est-à-dire le silence. Et au moment où je vous parle, j'entends ce silence. Même si j'entends ma voix, ce silence est toujours là. Et il ne faut pas le créer, il est là de toute éternité, il suffit d'écouter. Et c'est le silence qui est l'essence même de la vie, de la conscience, de la présence. Et il m'est arrivé une grande crise mystique entre notre précédente rencontre et maintenant, et c'est fait, je suis là, je ne sais pas être ailleurs. Ah, Merci merci d'inviter ce silence-là dans cet espace ensemble. Finalement, c'est un peu cette posture de se mettre dans l'observateur, l'observatrice qui observe l'expérience humaine, comme on voit en physique quantique. oui et non, c'est-à-dire que dans mon tout premier livre, Le travail d'une vie, j'avais essayé de mettre des petits noms sur les parties de nous qui pouvaient cheminer, et je parlais du séparateur, qui est en fait le moi, avec ses névroses et qui crée beaucoup de conflits, de tensions, de séparations. Et puis je parlais de l'unificateur, qui est en fait le soi, l'essence profonde de l'être, qui est réconcilié. Et je nommais l'observateur, celui qui observe tout ça comme l'œil de la conscience. Mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus utiliser ce mot-là parce que l'expérience que je décris là, de ce silence, de cette présence, c'est pas une question d'observation, ce qui est encore un exercice du mental, c'est juste une question de constatation. Observer est un acte, il y a une action. Constater, c'est juste être là et percevoir, se laisser émerveiller et imprimer par ce qui est. Et donc, pour moi, il s'agit d'avoir un constatateur ou en tout cas un œil qui voit, juste un œil qui voit. Hmm. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore plus profond que l'observateur et le mot émerveillé, le verbe émerveillé me parle aussi dans cette, comme l'œil du nouveau-né en fait, qui Oui, juste se laisse traverser par toutes les informations sans faire de tri. et il n'a pas de mental, le nouveau-né. Son cortex n'est pas achevé, donc il ne peut pas analyser les situations, les comparer, les juger, les commenter. Le nouveau-né, il est juste dans l'impression. Il se laisse impressionner, émerveiller par ce qui est, et il est présent au monde. Du coup, comme il a une façon de réagir sans filtre, sans atténuation due aux explications du mental, eh bien, il est dans la réaction immédiate. Et quand c'est bon, ben, il a une émotion agréable et il rit, et quand c'est pas bon, il a une émotion désagréable et il pleure. Mais et c'est ça pour moi, être juste présent, conscient, éveillé au monde. Hmm. Alors, je pense qu'il y en a très peu, mais pour les personnes qui peut-être vous connaîtraient pas encore, comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui? Bah, je crois que je me suis, en tout cas depuis que j'ai quitté mon métier de chirurgien, je me suis toujours présenté comme un être humain. Et après, je ne voulais pas m'identifier à ce que j'ai fait ou à ce que je fais. Donc j'aurais pu dire j'ai
médecin, chirurgien, auteur, fondateur de l'école de la posture juste. Et c'est pas ça qui je suis. Je suis juste un être vivant qui fait les choses. Et tout un temps, je disais que j'étais un être en quête de cohérence. J'ai même écrit un livre qui portait ce titre parce que je m'étais rendu compte que la cohérence était une façon d'aligner toutes les énergies entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est agi. Mais aujourd'hui, je n'ai même plus envie de dire que je suis en quête de cohérence. Je suis juste là et j'assume ce que je suis dans l'instant. Après, peut-être que je pourrais dire que par rapport à comment je me serais défini il y a 8 ans, je pense que je suis devenu vraiment un être très aimant. Mm. Et oui, et c'était mon souhait le plus profond, pas d'aimer, mais d'être amour. Et je me rends compte que de plus en plus souvent, je suis amour. Et Mm. ça, c'est incroyable, j'adore ça. Enfin, il y a rien de mieux, il y a rien, c'est abouti, accompli, ça. Mm. Ouais, ouais, ça c'est, j'ose dire ça aujourd'hui. Merci, merci de le partager. Et est-ce que c'est cette crise mystique dont vous avez parlé très rapidement au début qui vous a permis peut-être d'enlever encore une couche ou... En fait, je- cette crise, oui, alors crise, évidemment, ça veut dire aussi le choix, mais en tout cas, c'est cette expérience et cet éblouissement mystique, cette impression de vraiment voir le mystère, d'être pleinement relié à ce qui est. C'était pas du tout une fuite, pas du tout une déconnexion, au contraire, c'était presque vraiment embrasser ce qui est. Euh, je l'avais déjà vécu quand j'étais enfant. Mm. Et je pense que tous les enfants sont mystiques. Et puis on est conditionné, on forme notre mental à nous adapter, à réagir, à tricher aussi, à mentir, bon, à se mentir, à se raconter des Rentrer dans les histoires, cases. rentrer dans les cases, fonctionner, exister, ce Mm. qui est très différent d'être. Bon, être, c'est juste là, exister, c'est se porter à l'extérieur avec une construction, un personnage. Bon. Et en fait, l'expérience que j'ai faite, c'était en 2012, lorsque tout d'un coup, j'ai entendu le silence. Je ne sais pas vous dire autrement. Il Mm. y avait du bruit, j'étais même agacé par ce bruit, et puis il s'est fait un truc comme ça où j'entendais le bruit, mais j'entendais le silence qui était derrière le bruit. Et ça a provoqué en moi physiquement une telle paix, une telle détente. J'ai plus jamais vu le monde de la même façon après. Mm. Et les souvenirs que je raccrochais à ça, c'était justement des souvenirs de mon enfance, parce que c'était accompagné d'un élan comme ça. J'aimais tout ce qui était là, même les choses désagréables. Je dis waouh, c'est là, c'est là et ça a une raison d'être là. Ça veut dire quelque chose et ça nous permet dans le contraste de comprendre ce qui est agréable quand c'est Mm. désagréable, ce qui est lumineux quand c'est sombre. Enfin, c'était waouh. Et d'ailleurs, c'était déstabilisant parce que après, je savais pas très bien quoi faire avec tout ça. Et surtout, je crois que mon entourage était gêné Mm. par ce que je dégageais suite à cela. Et j'ai voulu en parler, j'ai voulu l'écrire, et je n'y suis pas arrivé. Et ça m'a plongé là dans la vraie crise. Mm. Dire que j'ai eu 3 ans, mais de grandes souffrances. Vraiment, je peux dire ça aujourd'hui. Je crois que c'est ce qu'ont raconté des gens qui disaient qu'ils avaient traversé le désert et qu'ils avaient rencontré les monstres. On a ça dans des textes mystiques Mm. et vraiment parce que suite à cette illumination, on va l'appeler comme ça, euh, cet émerveillement en même temps, j'ai senti que je devais créer une école. Et je voulais plus m'épuiser à bouger, voyager, tout ça. Un endroit où je puisse être posé, centré, ancré. Mais pour l'écrire, pour la créer, je voulais transmettre déjà par écrit ce que je raconte ici, et ça n'allait pas, parce que Mm. je voulais le faire avec ma tête. Oui. Et j'arrivais pas à descendre dans mon cœur, j'avais, je pense, peur d'être jugé ou pas compris, et là je voulais expliquer. Et ça m'a plongé dans une vraie crise, dans le sens où il y avait un combat intérieur entre le mental et le cœur éveillé,
ce que les bouddhistes appellent la bodhicitta, la conscience. Et en fait, ça m'a plongé dans des désarrois où j'ai quand même passé, je pense, 7 8 mois assis sur une chaise. Je m'asseyais le matin, je me disais, je vais écrire. Et le soir, j'avais pas écrit une ligne Mm. et j'avais contemplé mon mal-être. Et j'avais des amis, notamment un ami psychiatre, qui me disait, il faut prendre des médicaments, tu vas vraiment pas bien. Mm. Et je disais non, je ne vois pas ça comme une dépression. D'ailleurs, je pense que peut-être toutes, mais en tout cas beaucoup de dépressions sont en fait des nuits noires de l'âme, où Mm. l'âme ne peut pas s'exprimer parce que la personnalité veut fonctionner comme elle a toujours fonctionné dans sa névrose. Ouais. Et c'était le cas chez moi à ce moment-là. Et je me suis dit, je vais contempler ce mal-être et je vais traverser. À un moment donné, je serai de l'autre côté. Et c'est Mm. ce qui s'est produit. Et depuis, je ne suis pas le même. C'est-à-dire que enfin, j'ai l'impression d'être enfin celui que je suis. Mm. Et je regarde la vie tout à fait autrement. Je la sens, je la vis autrement. Bien sûr, je peux encore m'énerver, je peux encore me fâcher même. Mais très vite, je dis, waouh, non, de ce silence, je vois cette agitation et je dis, laisse tomber. Reste là où tu es bien, là où tu es juste, là où la vie coule et la vitalité et la joie. Et Nathalie, je suis devenu quelqu'un de joyeux. Alors Mm. que je ne l'étais probablement pas beaucoup, en tout cas dans ma trentaine, dans ma quarantaine. Non, j'ai 60 ans, enfin 61. Et, et, euh, et je suis devenu joyeux, oui, vraiment. Merci, merci pour votre partage. Et du coup, ça me permet de rebondir à ma prochaine question. Comment est-ce que vous dansez avec le chaos? Est-ce que ce serait ça, votre réponse? Et en fait, en 2012, quand j'avais écrit mes confidences d'un homme en quête de Oui. cohérence, et c'est d'ailleurs juste après ça que j'ai entendu le silence et puis que j'ai fait cette crise qui a duré quand même 3 années, hein, et vraiment, comme je l'ai dit, des années difficiles, les plus difficiles de mon existence jusqu'à présent. Même plus Et, difficile que quand vous avez quitté votre métier oh de oui, chef. parce que quand j'ai quitté mon métier, c'était pas difficile. Il y avait une sorte d'élan, d'enthousiasme. Après, il a fallu assumer, mais Mm. j'étais dans la foi. J'avais une confiance absolue. Et tout s'est mis d'ailleurs assez facilement. J'ai eu mon job chez Giorgio Armani, et puis j'ai quitté, enfin ils m'ont demandé de partir, et puis j'ai été dans cette école aux États-Unis. Tout s'est mis comme ça, c'était Mm. miraculeux, magique. Mais ici, non, c'était vraiment difficile. Et il y a même une fois, j'ai voulu en finir. J'ai Mm. je- j'ai voulu me jeter par la fenêtre. J'en pouvais plus de cette tension intérieure et je ne savais pas le chemin pour traverser Oui. ça. Voilà. Mais en attendant, euh, ouais, enfin, je sais plus pourquoi je disais ça. Parler de la danse avec le chaos Oui, et la danse avec le chaos. Eh bien, en 2012, quand j'ai écrit Les Confidences d'un homme en quête de cohérence, j'avais mis en exergue une phrase de Nietzsche qui dit: Il faut porter un chaos en soi Mm. pour accoucher d'une étoile qui danse. Et en fait, je comprenais cette phrase. Je la trouvais très juste, très belle, très en lien avec ce que j'avais déjà un peu perçu. Mais maintenant, je peux vraiment dire, ah oui, c'est ce chaos qui fait qu'il y a derrière la joie, la danse, la vitalité, le mouvement de la vie qui se remet en pleine expansion Mm. Et qui demande à circuler. et qui demande à circuler, qui demande à partager, qui demande à faire du lien Mm. sain. Hein. Ouais. Et parce que finalement, dans ce que vous transmettez dans votre école, il y a aussi ces différentes médecines, j'ai envie de dire la médecine du corps, la médecine des émotions, comment revenir à soi, comment revenir à cette part, cet espace de silence inconditionnel. Quels sont les autres outils que vous En transmettez? fait, l'école, elle avait une ambition qui répondait à une vision, parce que c'est vraiment une vision qui est venue. Et d'ailleurs, tout le programme de cette école, c'est quand même un programme qui dure 3 ans, Mm. est venu en quelques minutes. Je l'ai vu, j'ai écrit, Téléchargement. comme un téléchargement, Mm. ou comme une révélation qui vient d'une Ouais. profondeur. Oui, après, j'ai eu un joli cadeau parce que, en fait, il y a un élève de l'école, quelques années après, parce que là, je vous parle 2012, 2013, 2014, et puis en 2015, l'école a été ouverte. Et, et en fait, il y a un élève, je pense en 2016, ou peut-être 2017, qui m'a offert un DVD d'un film que j'avais vu quand j'avais 13 ans Mhm.
dont j'avais bien retenu le titre, mais je ne connaissais plus vraiment le contenu. Mais le titre, déjà, quand j'avais 13 ans, m'avait fasciné. Ça s'appelait Rencontre avec des hommes remarquables. Mm. En fait, ce film, qui a eu beaucoup de succès à l'époque, raconte la vie de Gurdjieff. Gurdjieff, c'est celui qui a ramené l'énéagramme dans les pays de l'Europe occidentale. Et Gurdjieff, dans le film, on raconte son histoire. Il naît là dans les ex-républiques soviétiques. Et puis, il a une quête très jeune, une quête spirituelle. Il voyage, il va même jusqu'en Égypte, ce qui me touche, puisque l'Égypte, ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, finalement, il a des rencontres et il finit par aboutir quelque part, peut-être en Afghanistan, au Kazakhstan, je ne sais pas, dans un centre spirituel où il va recevoir l'enseignement de l'énéagramme, mais pas que. Et en revoyant ce film, on voit le jeune Gurdjieff qui arrive dans une première pièce où on médite, puis une pièce où on fait des mouvements de yoga, Mm. et, et puis une pièce où on chante, et puis une pièce où on parle de ses blessures, on parle du moi, de la personnalité qui souffre, qui s'est construite dans le combat, la séparation. Et en voyant ça, je dis, mais c'est l'école de la posture juste, Mm. où nous faisons effectivement des choses de l'ordre de la contemplation, cette plongée dans le silence intérieur, cette ouverture du cœur, une méditation vécue dans le corps, tantrique, en mouvement, et où on fait aussi effectivement un tas de travail énergétique sur le corps pour ouvrir tous ces canaux et laisser cette conscience se libérer Incarné. et s'incarner. Mm. Et puis, euh, et puis, il y a bien sûr il y a des temps de parole où on a un outil psychocorporel qui vient de la lignée de Wilhelm Reich, d'Alexander Lowen, tous ces dissidents de Freud et de la psychanalyse purement mentale qui ont rappelé que le corps avait l'inscription psychique, hein, de tout ce que nous avons vécu émotionnellement, intellectuellement, tout est dans notre corps et on peut libérer ça. Et donc, voilà, l'école a tous ces outils-là et c'est merveilleux parce que quand je vois des gens, alors il y a tous les âges, mais des gens qui ont parfois 60 ans, 70 ans, puis il y a des jeunes de 20 ans, mais et qui ont déjà fait plein de travail sur eux. Certains ont écrit des livres, donnent des Mm. cours, et puis disent, non, un chien, mais qu'est-ce qui m'arrive ici? Parce que je pense, c'est évidemment délicat de dire ça, parce que c'est moi qui ai fondé cette école, alors évidemment, comme si je faisais de la publicité, mais c'est pas ça. Mais ça répond à la question que vous me posez. Il y a une sorte d'intégration Mm. du corps, de la vie émotionnelle, psychologique, mais aussi à travers l'émotionnel, de l'énergétique, parce que l'émotion Mm. contient l'énergie. Et puis, bien sûr, de la conceptualisation de tout ça, et qui est abordée dans une globalité qui fait que c'est fulgurant, hein, c'est Mm. merveilleux, et que ce n'est pas que personnel, ce n'est pas que psychologique, on va de l'autre côté, dans le transpersonnel, dans le spirituel, au-delà, on va dans le noyau, on va dans l'essence, dans la conscience, c'est merveilleux. C'est une vraie école de médecine intégrative au sens vraiment. C'est une école initiatique, et Mm. je pense que pour accéder en tant que praticien à la médecine dite intégrative, une médecine qui donc, si elle intègre si possible tout, donc le corps, la psychologie, mais aussi la spiritualité, la spiritualité dans le sens de la conscience. Pour moi, Mm. l'esprit avec le grand E, c'est la conscience. C'est pas l'esprit, comme on dit en français, qui est en fait le mental, Oui, hein. oui, oui. C'est le mind des anglo-saxons, c'est le mental. On ne devrait pas dire l'esprit. Mm. D'ailleurs, en 2006, quand j'avais publié La solution intérieure, j'avais mis un sous-titre vers une nouvelle médecine du corps et du mental. Et mon éditeur a voulu qu'on mette le corps et l'esprit. Mais j'étais fâché Mm. parce que pour moi, c'était une hérésie de parler du corps et de l'esprit. C'est du corps et du mental, l'influence des pensées et des Oui. émotions sur le corps et l'influence du corps sur les pensées et les émotions. Quand on parle d'esprit, on est au-delà de ça. Alors on dirait une body spirit medicine et pas Mm. une body mind medicine. Toujours est-il que je trouve que tous les praticiens qui veulent aller là devraient avoir l'initiation, c'est-à-dire avoir vécu les expériences qui leur
font ressentir dans leur chair cette unité, Mm. cette indivisibilité de l'être. Et donc, c'était mon ambition quand j'ai créé l'école, enfin, mon ambition, c'était la vision, parce que je n'avais pas une volonté. Moi, j'estime aujourd'hui que je fais enfin, j'aime pas dire ce qu'on me dit de faire, mais ce que j'entends. Mm. Comme quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai entendu, si tu restes ici, tu vas mourir, je suis parti. Et il m'a pas fallu de courage pour ça. Et aujourd'hui, j'entends, tu dois faire ça, et je le fais. Et il me faut pas de courage, il me faut parfois de l'énergie, un peu de sacrifice. Je le vois comme un sacerdoce, Mm. au sens où c'est vraiment une façon de donner, de rendre à la vie quelque chose, de rendre le sacré et honorer le sacré de la vie. Mais ça demande de faire des efforts et Mm. parfois, voilà, de pas faire, enfin, de se discipliner, de se canaliser, de se donner aussi. Mais, mais du coup, je voulais vraiment créer une école qui permette aux soignants du monde de la médecine conventionnelle comme de la médecine non conventionnelle d'acquérir cette initiation, de traverser cette initiation pour acquérir cette conscience de l'indivisibilité de l'être, Mm. d'ailleurs et à l'extérieur d'eux. Et puis progressivement, d'ailleurs ça s'appelait l'école de la présence thérapeutique, parce que je pense que quand on est vraiment là, eh bien notre présence devient la thérapie. Notre Ouais. présence est un catalyseur de la guérison. Mm. Un ami chinois à Shanghai qui me disait, tu sais, la première aiguille d'acupuncture de mon traitement, c'est moi, Mm. c'est ma présence. Et Nathalie, je pense qu'on doit comprendre que tout est dans le champ énergétique. Oui. Toute l'information de ce que nous dégageons est dans le champ énergétique et du coup, on peut aussi percevoir dans le champ de l'autre tellement de choses et Mm. intuitivement aussi se diriger vers des actes qui sont beaucoup plus adéquats, beaucoup plus opportuns et efficaces. Et du coup, après quelques années, cette école de la présence thérapeutique, je l'ai rebaptisée école de la posture juste parce que il y avait tellement de gens qui voulaient venir alors qu'ils n'étaient pas issus de ce monde du soin, de ce monde médical, conventionnel ou non conventionnel. Et je me suis dit, OK, on va ouvrir. Ça va faire du bien d'ailleurs à tous ces soignants qui finalement se regardent un peu trop le nombril et sont un peu trop entre eux avec leur vocabulaire et leurs problématiques. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vie en dehors du monde du soin. Et du coup, c'est très porteur de ce mélange. C'est tellement C'est riche, c'est de la permaculture humaine en fait. totalement. Et du coup, j'ai rebaptisé l'école en école de la posture juste parce que cette posture juste, c'est précisément ce qui se produit quand on a cette conscience, quand le cœur est ouvert, quand on ajuste sa névrose pour ne pas la laisser abîmer la vie qui est en nous et justement prendre soin de cette vie en nous et autour de nous. Ça me parle vraiment ce que vous partagez là parce que j'en parle dans mon dernier livre qui est sorti l'année dernière, Devenir sa propre médecine. En fait, j'ai envie de sortir moi aussi des cases des soignants, qu'ils soient conventionnels ou pas, pour se dire qu'on a tous en nous notre médecine qui nous est propre et que c'est Et, à nous d'aller ouvrir cet espace pour se laisser traverser en fait par cette vie qui nous apporte des informations. et parfois, je suis un peu, quel mot je vais utiliser, chagriné, on va dire ça comme ça, peut-être un peu trop fort, mais quand même, par le fait que beaucoup de gens cherchent des recettes Hmm. et beaucoup de On en thérapeutes. avait parlé déjà, je me rappelle. Eh oui, j'ai Ouais. toujours été en moi ça. Déjà, quand je pratiquais la chirurgie, je trouvais que beaucoup trop de gens remettaient leur pouvoir à Hmm. autrui, au médecin que j'étais à l'époque, que je reste, mais que j'avais cette fonction bien claire avec ma Ouais. blouse blanche. Et en fait, cette remise de pouvoir, cette attente d'une recette extérieure, d'ailleurs, j'avais écrit la solution intérieure un peu en réponse à cela, mais et cette prise de pouvoir, parce que beaucoup de soignants, finalement, c'est simple, alors ils prescrivent des recettes, ils se sentent légitimes et peuvent demander cher et vilain éventuellement pour se faire payer, mais on devrait vraiment, moi je crois que c'est ça le monde de demain, Hmm. mais ça passe par une éducation, et ça devrait commencer à l'école, mais comme ce n'est pas instauré à l'école, au moins comme soignant, même si on apporte quelques recettes, il faudrait très vite Hmm. éduquer les gens à écouter les recettes qui sont au fond d'eux. Hmm. Et parce que inventer, c'est se souvenir. On n'invente rien, tout est là. Ouais.
si on pouvait apprendre aux gens à écouter ce bon sens de la conscience, à être éveillés. Et alors, évidemment, la médecine deviendrait éminemment spirituelle, puisque c'est Mm. la conscience qui guiderait les démarches qui seraient beaucoup moins curatives que préventives. Parce que quand la conscience voit, elle ne peut plus dire il faut réparer quand c'est cassé. Mm. Elle montre comment ne pas casser. Oui, ça se passe en amont. Bien sûr, et Ouais. tout changerait. Mais bon, ça c'est une révolution. Moi, je suis convaincu que l'humanité n'a pas d'avenir en tant qu'espèce si elle ne fait pas cette révolution. Je vois dans le monde des médecines alternatives, complémentaires, etc., beaucoup d'impatience et beaucoup de peur, où on veut que ça aille vite. Et moi, je pense que ça ne peut pas aller vite. Il faut respecter le rythme, la masse critique de gens qui doivent progressivement se transformer ou se révéler plutôt de Mm. l'intérieur. Ça prend du temps. C'est pas grave. On a du temps. La fin du monde, c'est pas demain matin. Mais en même ou la fin de l'espèce humaine, c'est pas demain matin. Et si on veut aller trop vite, on risque de prendre un chemin qui ne sera pas le bon. On risque d'instaurer des dictatures qui seront remplacées par d'autres dictatures plus tard. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ça se fasse de manière organique, Oui. accompagne le mouvement. Et moi, bon, j'ai 60 ans, je vais peut-être encore vivre 30. On m'a dit que j'allais mourir à 97 ans. Donc, Mhm. allez, je vais encore vivre 37 ans. Mais je ne peux faire qu'arroser cette graine-là, et puis je le verrai peut-être pas installé de mon vivant, mais c'est pas grave. Et puis peut-être que ça ne s'installera jamais, mais c'est pas grave non plus. Parce que vous savez, de toute façon, on va mourir, et ce qui compte, c'est que la vie continue son chemin, et si elle doit se débarrasser de nous, eh ben, elle fera son chemin sans nous. Donc vous êtes plutôt optimiste dans ces crises Je qu'on est en train de suis traverser. optimiste, mais pas du tout, je n'ai pas de projet. Mm. Et c'est ce qui me permet d'être optimiste, c'est que je me dis tout est bon, euh, pourvu que la vie soit respectée. Mm, c'est ça. Le Et quand maximum. même, vous avez quand même cette phrase et les actions inspirées qui vont derrière, la vie doit être respectée. Oui, la vie, je peux l'appeler Dieu aussi, si vous voulez. Parce que, alors, moi, je me méfie de ce mot parce qu'il a une connotation tellement personnelle pour parler de quelque chose qui est bien au-delà du personnel et qu'on ne peut pas identifier à un visage, à un être. C'est l'ensemble, c'est le tout dont je fais partie, dont vous faites partie. Pour moi, c'est ça, Dieu, donc c'est ça, la vie. Et la vie n'est pas le contraire de la mort. La vie, c'est de l'existence et de la mort. Et tout ça fait partie de la vie. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de valeur plus importante que ça. Il n'y a pas de chose plus importante que ça. Et donc, oui, je pense que notre seule raison d'être, c'est de être vivant, de prendre soin de cette vie qui est en nous. C'est notre seul devoir, c'est notre seule responsabilité et puis de faire le mieux possible comme ça, et c'est bien, ça Mm. suffit. On n'a pas besoin de sauver toute la planète. Et que pensez-vous de l'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de la santé? Parce que quand on regarde le Je futur de la pense médecine, qu'elle risque de précipiter la mort de l'espèce humaine. mm, Ça, c'est très clair dans ma tête. Je pense que c'est un immense danger, mais ça va être une immense épreuve. Maintenant, je crois aussi que, comment vous dire, parce que moi, je vous parle de transpersonnel, mais pas de transhumanisme. Or, l'intelligence artificielle veut aller au-delà de l'humain. Moi, au contraire, je veux aller au cœur de l'humain par le transpersonnel, donc pour aller au noyau de l'être. Mais ça n'a rien à voir avec le transhumanisme qui veut aller au-delà de l'être humain et de le remplacer finalement. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça signe la fin d'une espèce. Et cette intelligence artificielle pourrait vraiment un jour programmer la fin de notre espèce. Et elle n'aura peut-être pas tort d'ailleurs, hein. Mais vu que nous sommes quand même des prédateurs et pas très éveillés pour l'instant, en tout cas un petit nombre n'est pas suffisant, un grand nombre n'est pas suffisamment éveillé pour avoir un peu de sagesse. Mais en même temps, euh, je vais vous confier une vision que j'ai, parce que ma vie fonctionne par vision. Mais et quand je vois, j'ai une confiance absolue dans mes visions. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de l'ordre
peut-être une catastrophe, mais énorme. Imaginez des tempêtes solaires un peu plus importantes que celles que nous connaissons, eh bien, on pourrait se retrouver sans transmission euh, Internet et autres pendant plusieurs semaines. Et ce jour-là, eh bien, ça va faire un gros choc à notre humanité qui se croit toute puissante en inventant une intelligence et en déjà imaginant, comme Monsieur Elon Musk le pense, qu'on pourrait connecter notre cerveau à cette intelligence pour implémenter notre cerveau. Il faut arrêter. Pour moi, c'est du délire. Et donc, probablement, la nature pourrait nous rappeler à l'ordre en montrant que malgré notre sentiment de toute puissance, imaginez que le parc de Yellowstone, que cette immense caldeira explose comme elle le fait très régulièrement dans l'histoire de l'humanité et qu'on a un nuage de poussière qui entoure la planète pendant plusieurs mois, basta, basta le transhumanisme, c'est fini. Et je vais vous dire que je serais content. Parce que, bon, c'est bien, on se parle là, hein, mais moi, je signe d'office pour un monde où on ne se parle plus par ordinateur. Je signe d'office pour un monde où on apprend à se retrouver, peut-être en plus petits groupes, peut-être plus en proximité, mais justement peut-être aussi avec plus de raisonnabilité à cultiver notre jardin plutôt que de vouloir cultiver toute la planète. Vous voyez? Et donc, voilà, moi j'applaudirais des deux mains si le soleil pouvait nous envoyer une grande catastrophe qui fait qu'il n'y a plus de transhumanisme au programme. Merci, merci pour votre partage. Ça vient du cœur, ça se sent. Ah oui, 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 oui. Et en même temps, quand je dis ça, je dis Thierry, il faut faire attention, quand on a des vœux, parfois ils se réalisent, mais du coup, ça risque d'être très inconfortable. Et pour tout le monde, je ne me sens pas du tout en dehors du chemin. Mais là, peut-être la seule différence, c'est que j'ai intégré une fois pour toutes que j'allais mourir. Donc, Mm. si je dois mourir demain pour que l'humanité et que la vie sur cette planète puisse continuer à prospérer, mais dans le bon sens du terme, moi, je suis prêt à mourir demain. Mm. Et si ça doit passer par un moment terrible, parce qu'il y aurait une immense catastrophe et qu'on reviendrait enfin un peu sur Terre, dans l'humus, vous voyez, dans Mm. ce humus qui a donné humilité, qui a donné humanité. Si on pouvait à nouveau se prosterner, mettre notre mental plus bas que notre cœur, la prosternation, hein, il n'y a pas plus beau geste, Mm. revenir vraiment à d'être sensé, ben alors moi je suis prêt à donner ma vie. Enfin, à donner ma vie à, voilà, c'est bon. Mm. Quand on a compris ça, moi je crois que c'est fait, hein. Après, c'est juste un plus. Mm. Merci Thierry pour ce partage. Ça me permet de terminer peut-être la boucle parce que c'est passionnant notre échange et je n'ai pas vu passer le temps, mais c'est peut-être dans la temporalité linéaire, c'est peut-être le moment d'arriver à la dernière question. Je n'ai pas encore lu votre dernier livre, mais comment il est venu à vous? C'est le quatrième de livre parce que C'est le 10e. C'est le dixième. 10e. J'ai écrit le premier en l'an 2000, qui a été publié en 2001. Ça s'appelle Le travail d'une vie. Il annonçait un peu le menu. Puis il y a eu Vivre en paix. Puis après, il y a eu La solution intérieure. Ça, c'était un gros travail sur les médecines alternatives, comment elles pouvaient enrichir notre connaissance de Mm. nous. Et puis, il y a eu le défi positif, puis les confidences d'un homme en quête de cohérence, puis écouter le silence à l'intérieur, c'est où je raconte cette traversée mystique dans le désert. Et puis, il y a eu la posture juste. Et en fait, ce dernier livre ici, ben, je pense pas que ce sera le dernier. Si j'ai encore du temps à vivre, j'ai encore d'autres choses que j'aimerais partager. Mais en fait, pour mes 60 ans, je voulais écrire un livre sur l'Égypte ancienne parce qu'elle m'a beaucoup inspiré et je n'ai pas eu la disponibilité de le faire. Et donc, bon, je pensais du coup pas écrire. Et j'ai un ami, Jean-Philippe de Tonac, qui m'a contacté pour me dire qu'il trouvait, avec l'éditeur Guy Trédaniel, que je connaissais pas vraiment, il trouvait que ce que j'avais fait pendant le premier confinement, lié à la crise sanitaire du Covid-19, eh bien, c'était un rituel contemporain. Et ce que j'avais fait, c'était que tous les soirs, pendant 45 soirs d'affilée, j'ai proposé de méditer sur Facebook. Et ça avait donné un peu de sens à mon existence à ce moment-là, parce que je me sentais très inutile, isolé. Et on était des milliers tous les soirs. Et en fait, oui, j'ai compris que c'était un rituel, Mm. que ça correspondait à un grand rite, un rite de retour à soi,
un rite de connexion avec les autres aussi, un rite d'apaisement et de favoriser l'éveil de la conscience. Et alors le rituel que j'avais pour répondre à ce rite, les rites répondent à des besoins. Et puis les rituels, ils mettent les rites en musique, ils permettent de les manifester à travers une intention bien claire et des gestes bien reliés à l'intention. Et ben mon rituel à moi, c'était d'apprendre aux gens à méditer, à plonger dans ce silence intérieur. Et après, il y a toute une réflexion qui s'est faite et ça a donné ce livre que je suis très content finalement d'avoir écrit, mais c'était pas prévu. C'était pas prévu au programme. Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain. Oui, parce que le monde, c'est vrai, est incertain par essence. Hein. Il y a cet adage qui dit, si tu veux faire rire le bon Dieu, explique-lui les plans que tu as pour ta vie. Parce que on croit toujours tout contrôler, mais la vie, le Covid-19, là, nous a vraiment montré que tout était incertain, que du jour au lendemain, on pouvait se retrouver enfermé chez soi, à devoir changer ses habitudes, etc. Là, je crois que ça a été un choc pour l'humanité de prendre conscience au niveau de toute la planète de cette incertitude. Et l'incertitude génère beaucoup d'angoisse parce que dans le cerveau, on a une petite zone, le cortex singulaire antérieur, qui est un détecteur de sens. Et s'il n'y a pas de sens à ce que nous vivons, si on n'a pas de repère, si on n'a pas de direction, une signification et une direction, c'est bien l'acceptation du sens, eh bien, ce cortex singulaire génère de l'angoisse. Et donc, le besoin de sens est essentiel et fondamental pour l'être humain. Et ritualiser permet justement de remettre des repères, de redonner du sens à ce qu'on vit, de décider d'une direction pour ce qu'on voudrait vivre, de poser une intention à travers des gestes concrets. Et du coup, ben oui, je pense que dans le monde où nous vivons, on risque de ritualiser de plus en plus. Ce qui serait dommage, bien sûr, c'est bien de prendre les vieux rituels de notre humanité, qui font partie d'un vieux patrimoine, mais parfois, on ne connaît plus leur sens, donc il faut faire une pédagogie. Dans le livre, j'explique aussi certains grands rituels, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire, pourquoi ils sont apparus, quels besoins ils correspondaient. Mais je trouve qu'il serait dommage d'enfermer les gens dans des rituels recettes Mm. qui disent fais ça pour obtenir ça. Non. Plutôt, moi, mon propos, c'est toujours de dire allez chercher au fond de vous, connaissez vos besoins, voyez les rites dont votre vie a besoin et inventez des rituels pour mettre ces rites en action. Mm. Et donc, voilà, je pense que ce livre peut être inspirant à ce niveau-là. Ben, j'ai hâte de le découvrir et figurez-vous qu'il fait partie de la sélection de 8 livres que j'ai choisis justement pour danser avec le chaos et parce que moi du coup j'ai créé un spectacle qui s'appelle Doc la Lune Oui, avec le chaos et j'ai très envie pour les personnes qui vont assister au spectacle. D'ailleurs, le 13 juin, je vous ai invité à Bruxelles, bon, vous n'êtes pas disponible, mais j'espère qu'il y non, aura une autre date où on oui, pourra danser ensemble. vraiment, parce que je suis en France, hein, je suis partie le 13, Mm. oui. Mais voilà, et je me suis dit, pour que le public continue à explorer justement ces rituels que moi aussi je propose dans le spectacle, en reconnectant à nos intelligences naturelles, pour ne pas devenir esclave de l'intelligence artificielle, justement. Et je me suis dit, ce serait pas mal de sélectionner 8 livres de personnes que je suis moi-même. Et voilà, votre livre est arrivé et ça tombe bien, parce que je pense Ah, vraiment que génial. ça va être un livre qui va nous permettre de danser avec le chaos. Il y aura aussi le livre de Karine Arsène que vous avez Oui, tout à fait. sur ton plateau télé. Et voilà, il y a des personnes comme ça qui sont dans cette écoute du monde incertain et l'accueil de l'incertitude pour garder cet ancrage. C'est important, je pense, dans tout Oui, ce qu'on a échangé depuis le début. Hein, ouais. ça Il faut reste. pas que tout ce développement personnel, je n'aime pas ce mot, je préfère parler d'approfondissement spirituel, Mm. mais en tout cas, toute cette mouvance qui veut revenir à nous, à comprendre ce que nous sommes, à comprendre ce qu'est la vie en nous, eh bien, il ne faudrait pas que toute cette mouvance nous éloigne dans une forme d'illusion, d'une espèce de bien-être prêt à Ouais, porter. Et il faut vraiment, au contraire, se dire que le vrai chemin spirituel, même le chemin d'un développement personnel, ça passe par embrasser ce qui est vraiment mm, et faire avec ce qui est vraiment. Hein. ouais, tout à fait. Ah oui, et l'être humain, il a une inventivité incroyable quand il est dans cette dimension-là, il a une inventivité merveilleuse. Et on n'a Merci. pas besoin d'ordinateur pour nous dire ce qu'on doit faire. Bientôt, on pourra communiquer par
d'être à être, je pense. Oui, mais moi, ça m'arrive tout le temps, hein. Tout le temps, je sais quand je raconte ça, on me dit, oui, il est un peu bizarre, mais non, c'est incroyable. Je pense à quelqu'un, je sais ce que la personne pense. Hmm. Où elle est. Alors, ça se passe pas avec tout le monde et pas tout le temps. C'est quand j'ai une grande disponibilité que j'ouvre vraiment mes canaux et puis qu'aussi, et je suis bien relié avec ces personnes. Mais vous savez, si on a une minute là, je rajoute juste ceci. Pendant ce fameux rituel que je l'ai instauré pendant le confinement, là, tous les soirs, cette méditation, j'ai vécu une expérience merveilleuse. Parce que j'invitais à plonger dans le silence intérieur et j'étais chez moi avec une chaise, mon téléphone portable calé sur la chaise, ma lampe de chevet pour éclairer mon visage. Maintenant, j'ai un truc que j'ai acheté, là, vous savez, Oui. mais à l'époque, j'avais rien. On venait d'être en confinement. Bon. Je voyais sur l'écran du téléphone portable les commentaires des gens qui étaient reliés à ce rituel. Et les gens disaient, oh, je me sens apaisé, c'est merveilleux, etc. Et puis un soir, après la 30e fois, je crois, ou 32e fois, je commençais à trouver ça un peu répétitif et je me suis amusé, sans le dire aux gens qui étaient avec moi, euh, je me suis amusé à méditer d'un autre endroit. Pas dans cette ouverture du cœur, mais vraiment dans mon ventre, dans la libération de l'essence de l'être. Et bon, c'est une petite technique personnelle, enfin pas personnelle, mais je veux dire que je pratique et qui pour moi a beaucoup de sens et beaucoup de ressenti. Et donc je fais ça et généralement ça me met en très grande joie parce que la joie c'est vraiment l'émotion qui surgit quand l'essence, la vie rayonne pleinement. Et bien à ce moment-là, sans l'avoir dit aux gens qui étaient de l'autre côté du téléphone, ils l'ont senti. Et il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mon ventre s'ouvre et je me mets à pleurer de joie. Et en fait, je me suis dit, waouh, on est reliés. Hein. Il y avait des gens à Nouméa, Hmm. ils écrivaient ça. Et la dame, elle est même venue en France après me voir dans un séminaire en me disant ça, je devais vous toucher, parce que ça, c'était trop. Mais parce qu'on l'a vécu, il y a cette dimension en dehors du temps et de l'espace, la dimension de la conscience. Et si on se branchait à ça, mais bien sûr qu'on n'a pas besoin d'intelligence artificielle. Mais c'est clair. Et cette expérience, ça me parle tellement. Moi aussi, je l'ai vécue avec des personnes, hein, notamment grâce à l'ordinateur. Mais voilà, maintenant, si on pouvait se connecter à partir d'un autre espace où il n'y a plus besoin de l'outil informatique. Oui, Et, avec une photo, hein. On mm, prend la photo de la personne pour avoir une focalisation de ouais. l'intention, hein, ou un objet, et puis on se branche, et oh, il se passe tellement de choses. Mais Mm, il faudrait juste qu'on dise aux enfants, vous avez raison, le monde est magique, et continuez à le regarder de cette façon-là. ouais. Parce qu'on a coupé ça chez l'enfant que nous étions, et on nous a dit non, non, la magie, c'est une fable, et donc, voilà, maintenant il faut devenir raisonnable. Fais tes études, tu verras après. Et, et, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, Thierry Janssen, pour les 10 prochaines années? D'aimer encore mieux, c'est-à-dire encore plus inconditionnellement, on dirait, et de rester donc de plus en plus joyeux. Mm, C'est tout, m'attacher à rien. Non pas que je ne suis pas concerné, mais je me sens de moins en moins attaché. C'est-à-dire que si ça ne va pas exactement comme je veux, même si une personne veut s'éloigner, c'est pas grave. C'est que mm, chacun doit faire son chemin, pourvu que ça soit pour le maximum de vie à mm. l'intérieur de chacun. Merci, merci infiniment, Thierry. Ben, je vous souhaite un beau mois de juin et Oui, au plaisir de que nos routes se recroisent et qu'on continue ben, à suivre les actualités des uns et des autres et de sentir cette masse oui, critique oui. Et vertueuse. bonne visite à Bruxelles le 13 alors, hein, le 13 juin. Merci. Hein. Et bon, oui, oui, ça va être bien, ça sûrement. Merci infiniment et je mets tous les liens des livres de Thierry, de son école et de ses actualités sous la vidéo et sous l'audio. Donc n'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire vos questions, vos remarques. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Danse avec le chaos. Merci Thierry. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube.
Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.